Bienvenue à notre analyse approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à un acronyme qui a un peu envahi nos vies, non? Le FOMO. La fameuse Fear of Missing Out, cette peur de rater quelque chose. On a une source intéressante qui décortique ça. Et notre objectif, c'est de comprendre ce que c'est vraiment, d'où ça vient, comment ça nous affecte, surtout avec le numérique, et puis comment on peut gérer ça. Alors le FOMO, pour commencer. C'est cette espèce d'anxiété, quoi, cette crainte qu'ailleurs, les autres vivent des trucs géniaux et que nous, on passe à côté. OK, on décortique ça un peu. C'est, ce petit pincement quand tu vois des photos d'une soirée où t'étais pas ou l'envie pressante, de checker ton téléphone là, de peur de manquer l'info capitale. Ça vous parle ça? Ah oui, tout à fait. Et ce qui est fascinant ici, c'est cette dualité que la source met en avant. D'un côté, bon, le terme FOMO, c'est vrai, c'est assez récent, ça date des années 2000, mais d'un autre côté, le sentiment lui-même, cette peur d'être exclu, l'envie de faire comme les autres, ça c'est probablement vieux comme le monde. Ce qui change tout, et c'est vraiment le cœur du sujet, c'est comment la technologie et surtout les réseaux sociaux ont amplifié et même transformé cette peur. L'échelle, l'instantanéité, tout ça c'est nouveau. Mmh. Et le document mentionne un truc assez étonnant sur l'origine. Le terme serait apparu d'abord dans le marketing, le commerce, avant d'arriver dans la culture pop. C'est assez fou, non? Qu'un mot peut être né pour nous faire acheter genre vite, offre limitée, décrit aujourd'hui une angoisse si personnelle, si répandue. C'est plus que fou, c'est même révélateur. Cette origine marketing, elle n'est pas juste anecdotique, hein. Ça montre un mécanisme de base, créer un sentiment d'urgence, de manque pour pousser à l'action, que ce soit pour vendre un produit ou aujourd'hui pour décrire cette angoisse sociale. Le principe est un peu le même. On met le focus sur ce qu'on pourrait rater, sur l'opportunité soi-disant unique. Donc oui, on parle d'une émotion humaine, mais aussi d'une dynamique qui a été identifiée et même exploitée commercialement. Alors justement, ce faux mot, comment il se montre concrètement dans nos vies? Le document parle de plusieurs domaines. Le plus évident peut-être, c'est notre relation aux réseaux sociaux. Cette impression qu'il faut être tout le temps connecté, rafraîchir les pages, regarder les notifs, de peur de louper un post, une story, un truc important, quoi. C'est la vitrine numéro un du FOMO moderne, ça. Et les plateformes sont un peu faites pour, non? Le flux infini, les alertes, ça nous donne une fenêtre quasi permanente sur une version très choisie, souvent très améliorée de la vie des autres. Et face à ça, c'est dur de pas comparer, de pas imaginer ce qu'on rate ailleurs. Cette exposition constante, ça nourrit l'anxiété, c'est clair. Et ça déborde du virtuel, cette anxiété. Le doc montre comment ça influence nos achats, notre consommation. On se retrouve à acheter le dernier gadget, ou à prendre des places pour le festival dont tout le monde parle, ou même choisir ses vacances parce que c'est Instagrammable. Est-ce que c'est toujours une vraie envie ou c'est juste la peur de ne pas être dans le coup, d'être à la traîne? Très bonne question. Le FOMO, là, il agit comme un vrai moteur de consommation. L'appartenance à un groupe ou le fait de suivre une tendance, ça passe de plus en plus par acheter des trucs ou vivre des expériences précises. Ne pas le faire, ne pas avoir l'objet ou rater l'événement culte, ça peut être senti, consciemment ou pas, comme une sorte d'exclusion. Le symbole prend le pas sur l'utilité réelle, souvent. Et ça va loin, jusque dans nos interactions sociales les plus simples. Accepter un dîner alors qu'on est crevé, juste parce qu'on se dit «et si c'était la soirée à pas manquer?» Ou l'inverse, être quelque part, mais avoir la tête ailleurs, à se demander si l'autre soirée, celle qu'on a refusée, était pas mieux. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Et un peu déprimant aussi peut-être. Cette course pour ne rien rater, qui nous fait rater l'essentiel. Être là où on est. Exactement. On est au cœur du paradoxe que l'analyse soulève. Le moteur psychologique derrière tout ça, c'est la comparaison sociale. Et cette comparaison, elle est démultipliée et surtout biaisée par les réseaux, où tout le monde met en scène une version idéale de sa vie. Du coup, on compare notre quotidien, avec ses moments bof, ses doutes, à la bande-annonce permanente des autres. Ce décalage, c'est un terrain fertile pour le FOMO. Si l'on relie cela à une vue d'ensemble, on voit bien ce paradoxe frappant. Cette quête de connexion, d'expérience, par peur de rater, elle peut nous pousser à faire des choix moins authentiques, moins alignés avec ce qu'on veut vraiment, nos besoins réels. Et pire, ça peut mener à une sorte de surcharge cognitive, émotionnelle. À force de vouloir tout faire, tout voir, on risque de ne rien vivre vraiment, de survoler sa propre vie. Et les conséquences psycho, le document dit qu'elles sont pas anodines. D'abord, l'anxiété, le stress chronique. Vivre avec cette peur constante d'être à côté de la plaque, de pas être au bon endroit, c'est épuisant pour les nerfs. C'est une forme d'hypervigilance, en fait, tournée vers l'extérieur. Notre attention est toujours happée par ce que les autres font ou pourraient faire,
Et maintenir cet état d'alerte, ça coûte cher en énergie psychique. Ça crée une tension de fond qui peut devenir lourde au quotidien. On n'est jamais vraiment tranquille. Ensuite, il y a la baisse de satisfaction perso. Même quand on vit des choses bien, objectivement, la comparaison avec ce qu'on imagine chez les autres peut tout gâcher. C'est sympa, mais bon, machin est à Bali. Ce genre de pensée, ça mine le plaisir simple d'être là. Et l'impact sur l'estime de soi, il peut être majeur. C'est un point important de l'analyse. Cette comparaison sans fin, surtout avec des réalités embellies, ça peut vraiment éroder notre propre sentiment de valeur. On finit par croire que notre vie est moins intéressante, moins réussie. L'anxiété alors, c'est plus juste rater une soirée. C'est potentiellement rater la bonne trajectoire de vie, l'opportunité unique qui semble définir le bonheur ou le succès, comme on le voit en ligne. Et le plus ironique, c'est peut-être l'isolement social dont parle la source. À force de vouloir être partout, de papillonner ou de se sentir nul face aux vies parfaites des autres, on peut finir par se sentir juste dépassé, vidé et paradoxalement seul. On a plein d'amis en ligne, mais les vrais liens, eux. C'est le grand paradoxe cruel du FOMO. La peur de manquer des liens sociaux peut nous pousser à des comportements, être superficiels, trop s'engager, être anxieux, qui finalement abîment la qualité de nos vraies relations. On peut se retrouver avec des tas de connexions virtuelles, mais un sentiment de solitude énorme à l'intérieur. Cela soulève une question importante, qui est un peu au cœur de la réflexion proposée. Et est-ce que cette peur nous enferme pas dans une recherche constante de validation par les autres? On cherche tout le temps, dans ce que font les autres, une preuve de notre propre valeur, au lieu de la chercher en nous, dans nos choix, nos ressentis. Le rôle de la technologie, des réseaux sociaux comme accélérateur de tout ça, le document insiste beaucoup dessus. Difficile de dire le contraire, hein. Ces notifs qui vibrent, cette culture de l'instantané, du partage permanent qui nous pousse à montrer qu'on existe, qu'on fait des trucs, c'est une pression sociale dingue, une fenêtre ouverte 24/7 sur un idéal souvent inaccessible. Oui, et analysons un peu pourquoi ces technologies ont cet effet si puissant. Elles ne font pas que surfer sur notre peur de manquer, elles sont souvent pensées autour de ça. Elles utilisent nos besoins psychologiques les plus profonds, le besoin d'appartenir à un groupe et notre tendance naturelle à nous comparer pour nous évaluer. Les fonctionnalités, les likes, les commentaires, les stories qui disparaissent, les algos qui montrent ce qui est populaire, tout ça est optimisé pour nous garder engagés, en jouant sur cette corde sensible du FOMO. Ne pas se connecter, c'est risquer de rater une info, une interaction, une validation sociale. Et là, on boucle la boucle avec l'origine marketing dont on parlait. Cet engagement un peu frénétique, nourri par la peur de manquer, ce n'est pas juste un phénomène psy ou social. C'est devenu une vraie ressource économique pour les plateformes. Leur business model repose sur notre temps d'attention. Plus on a peur de rater, plus on reste connecté, plus on voit de pubs. Le FOMO est, d'une certaine manière, monétisé. Bon, c'est un constat un peu sombre quand même. Mais heureusement, le document ne s'arrête pas là. Il propose des pistes, des stratégies pour reprendre un peu le contrôle, pour mieux vivre avec ce sentiment. La première, logique mais pas si simple, prendre du recul consciemment. Oui, ça veut dire poser des actes concrets pour moins s'exposer à ce qui déclenche le FOMO. Limiter le temps sur les réseaux, couper certaines notifications particulièrement stressantes, définir des moments sans écran, choisir activement quand on se connecte et pourquoi, au lieu de le faire par réflexe ou par peur. C'est une démarche pour se reconnecter à soi, en fait, en se déconnectant un peu des autres, paradoxalement. Deuxième piste, se recentrer sur soi, sur ses propres expériences. Apprendre à aimer ce qu'on vit, là, maintenant, pour ce que c'est, sans toujours le comparer à un idéal extérieur ou à ce que les autres montrent. Se rappeler que la vitrine, c'est pas tout le magasin. C'est un vrai changement de regard, passer de la recherche de validation externe à l'appréciation interne. Il s'agit de cultiver cette capacité à voir et à savourer la valeur de ses propres choix, ces moments de joie, de calme, d'apprentissage, même s'ils ne sont pas spectaculaires, pas partageables, pas dans la tendance. C'est redonner du poids à son propre vécu, quoi. Et enfin, le document parle de la pleine conscience, la mindfulness. Comment des techniques comme la méditation peuvent aider contre le FOMO. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement pour quelqu'un qui se sent souvent dépassé par ça? Ces stratégies, tout ensemble, elles visent à retrouver un sentiment de contrôle, d'intentionnalité dans notre rapport à l'info et aux autres. La première étape, souvent la plus dure mais essentielle, c'est la prise de conscience.
Repérer le FOMO quand il arrive, comprendre ce qu'il déclenche chez soi, identifier les pensées, les émotions qu'il amène. Rien que nommer l'expérience « Ah tiens, ça c'est du FOMO », ça peut déjà créer une distance utile, réduire son emprise. Pour la pleine conscience, son intérêt va au-delà de la simple relaxation. Elle nous entraîne à être vraiment présent à ce qu'on vit maintenant, ici. Quand on est vraiment absorbé par ce qu'on fait, savourer un repas, écouter un ami, lire ou même travailler concentré, l'attraction de ce qui se passe ailleurs, dans les vies souvent fantasmées des autres, elle diminue naturellement. On est moins dispersé mentalement. Bien sûr, ce ne sont pas des solutions miracles, hein. C'est plutôt des compétences, des muscles mentaux à entraîner régulièrement pour développer une relation plus saine, plus équilibrée, plus choisie avec ce flux d'infos, les sollicitations sociales et, au fond, avec soi-même. Donc si on résume un peu notre exploration à partir de ce document, le FOMO, c'est bien plus qu'un acronyme à la mode. C'est une anxiété sociale complexe, oui, ancrée dans nos besoins humains de base, appartenance, comparaison, mais qui a été comme démultipliée, façonnée par notre environnement technologique hyper connecté. Son impact sur notre bien-être, le stress, l'insatisfaction, même l'isolement, il est réel. Mais, et c'est la bonne nouvelle, ce n'est pas une fatalité. Le document suggère qu'en comprenant les mécanismes, on peut apprendre à gérer ça par des stratégies actives. Mettre de la distance avec ce qui déclenche, se recentrer sur la valeur de sa propre vie et cultiver la présence à l'instant. Exactement. Et pour aller un peu plus loin, peut-être une réflexion qui découle de tout ça, au-delà de juste gérer le FOMO, d'essayer d'en réduire les effets négatifs, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager de cultiver activement l'inverse? On commence à entendre parler de JOMO, la joie de rater quelque chose, le joy of missing out. Comment on passe de la peur de manquer à la joie de choisir? Comment trouver activement du plaisir, de la sérénité, même une forme de liberté, dans le fait de dire non, de ne pas participer, de choisir consciemment une soirée calme plutôt qu'une sortie agitée, de savourer un truc simple, perso, sans sentir le besoin de le partager? Comment faire de nos choix et parfois de nos renoncements une source de satisfaction en soi, indépendamment du bruit extérieur? C'est peut-être là le vrai antidote, pas juste un pansement, mais un chemin vers un bien-être plus authentique. Voilà une perspective stimulante pour finir. Merci d'avoir participé à cette exploration avec nous.